Nous en venons maintenant à la dernière des communications de Jim House et Neil McMaster, bilan du 17 octobre 61 à Paris. Je vous cède la parole pour le même temps à peu près, s'il vous plaît. D'accord, merci. Donc le travail que je présenterai aujourd'hui est issu d'une collaboration avec Neil McMaster. Par souci d'efficacité linguistique, c'est moi qui interviens, sauf que moi j'ai des problèmes de voix, comme vous l'entendez, donc je vous demande patience. Dans notre étude, on s'est posé 3 questions principales. Tout d'abord, comment expliquer la violence d'octobre 61 dans la longue durée? Ensuite, comment expliquer la marginalisation sociale et politique de cette violence pendant de nombreuses années suivant les événements? Et ensuite, comment expliquer les résurgences mémorielles, les formes qu'elles ont prises et les significations politiques et sociales que de telles résurgences ont revêtues? Pour résumer, notre analyse regarde à la fois la chaîne des causalités, l'événement lui-même et ses représentations mémorielles ultérieures. Dans ce bilan du 17 octobre, rassurez-vous, je n'envisage pas de résumer l'ensemble de notre travail de presque 400 pages. Je vais donc expliquer notre approche, soulever certaines questions posées par l'étude et suggérer quelques pistes de recherche à venir. Alors, tout d'abord, on a voulu sortir de la fascination de la question du nombre des victimes des violences du 17 au 20 octobre, sans pour autant ignorer cette question. Cette fascination a marqué les ouvrages respectifs de Jean-Luc Kennedy, approche maximaliste au nombre des victimes, et de Jean-Paul Brunet, approche minimaliste, qui ont constitué une sorte de première étape de la recherche sur octobre 61. Cette approche a, nous semble-t-il, trop limité le type de questions qu'on peut poser à ces sources, tant écrites qu'orales. En fait, par rapport à ces travaux antérieurs, nous avons conçu l'étude sur octobre 61 comme point de départ par rapport à une interrogation beaucoup plus large en amont et ensuite en aval de l'événement. Le titre principal de l'ouvrage, Paris 61, indique la manière dont la violence de la semaine du 19 au 20 octobre s'insère dans un contexte de répression beaucoup plus long, dont l'aspect paroxystique s'est étalé sur les mois de septembre et d'octobre 61 pour culminer le 17 octobre. Cette violence du 17 octobre fait partie d'un système de terreur d'État. Ce système était devenu invivable pour les Algériens en région parisienne et compromettait sérieusement les activités de la Fédération de France du FLN. La généalogie et les modalités de ce système rationalisé du pouvoir colonial s'étudient à travers plusieurs chronologies qui sont souvent liées et qui dépassent le seul cadre métropolitain. Effectivement, l'un des aspects majeurs de ce système, de ce dispositif répressif à Paris, était bien évidemment l'influence de modèles répressifs conçus ailleurs. Car il y avait bien une dialectique entre la colonie et la métropole à l'œuvre, comme nous le suggèrent les historiens Anne-Laure Stoller et Frederick Cooper dans leur ouvrage collectif Tensions of Empire, les tensions de l'Empire. Selon cette optique, colonie et métropole ne formeraient pas 2 espaces radicalement distincts, mais des espaces liés dont il s'agit d'examiner les lieux, les thèmes et les modes d'articulation, de conflits et de transferts, en termes de personnel administratif et militaire, gouvernance et savoir-faire opérationnel, idées et aussi de migrants coloniaux. Pour ce faire, il a fallu étudier les transferts de techniques, d'idées et de personnel entre différents contextes coloniaux, notamment entre le Maroc, l'Algérie et la France. À ce titre, le parcours de Maurice Papon ou de Raymond Montaner illustre bien d'autres trajectoires. Pendant la guerre d'Algérie, on a affaire à un système répressif hybride en Algérie, avec différents apports qui transforment un dispositif répressif déjà en place. Système qui repose sur une conception du colonisé comme corps d'exception, comme l'appelle Mohamed Barkat, où la violence étatique contre la résistance anticoloniale est presque toujours disproportionnée, comme on le voit ce matin avec Sétif. Signalons aussi la piste marocaine et la lutte contre la radicalisation du nationalisme marocain en milieu urbain, notamment en bidonville à Casablanca. L'ethnologie est mise au service de cette lutte au sein des affaires indigènes avant son transfert vers l'Algérie.
Ensuite, on voit l'influence désormais mieux connue de la piste indo-chinoise et son poids dans la conception de la guerre révolutionnaire, guerre totale, lieu de rencontre entre violence coloniale et violence anticommuniste. La tension entre réformes sociales et économiques d'une part et répression d'autre part s'inscrit dans ce cadre. On commence seulement à bien connaître cette transmission internationale des compétences de la guerre révolutionnaire pendant et après la guerre d'Algérie. Pourtant, d'autres études non comparatives sur d'autres contextes, comme le Kenya, pour les Britanniques, suggèrent pourtant des pistes de comparaison très utiles avec le cas algérien. Cependant, le système de lutte contre la FLN mis en place à Paris à partir de 1958, qui va tenter, je dis bien tenter, d'imposer un contrôle total de la population algérienne, ne saurait être identique à celui qui a été mis en place en Algérie. À ce titre, comme le rappelle Frederick Cooper, il faut interroger l'espace entre identité et similarité des formes de gouvernance coloniale entre colonies et métropole, la métropole étant un espace colonial d'un autre type. En effet, les différents éléments du dispositif quasi militaire ou social ont dû s'adapter au nouveau terrain parisien. On peut ici identifier un certain nombre de décalages chronologiques, dans la mesure où le savoir-faire militaire et social se renforce à Paris à la fin de la guerre. Toutefois, cette répression s'exerce aussi dans un contexte juridique différent, avec une opinion publique un peu moins indifférente, comme Papon l'a bien compris, d'où son besoin à Paris d'entourer de quelques discrétions nos opérations. Citation de Paris devant le Conseil général de la Seine le 18 mars 1961. Pourtant, signalons que sur ce plan, l'État est loin d'être monolithique. La tension entre les logiques de réforme et de répression, qui se voudraient complémentaires mais qui se sont révélées contradictoires, suscite de nombreux conflits internes. Par exemple, entre Michel Massenet, Nafis Assid Kara et quelques conseillers techniques aux affaires musulmanes d'une part, et la préfecture de police de Paris d'autre part. La répression du 17 octobre ne fait que confirmer et augmenter ces tensions qui souvent existaient de longue date. Par ailleurs, soulignons aussi les tensions entre Edmond Michelet et Michel Debré, entre le parquet de Paris et la police judiciaire, et au sein même de la préfecture de police. Ce que l'on voit après 1958, c'est une rencontre plus affirmée du côté policier entre l'anticommunisme et la répression coloniale antinationaliste qui existait déjà sur le préfet Bello. Cependant, comme le montre Alain de Werp dans son ouvrage sur Charonne, les conceptions de stratégie et de tactiques policières lors des manifestations de rue datent de la Troisième République et se voient reconfigurées dans le contexte de la fin de la guerre d'Algérie. Selon cette explication, tout massacre, de manière générique presque, n'est pas planifié en tant que tel, mais reste toujours possible, peu importe le régime politique, compte tenu des techniques et unités policières déployées, leur attitude envers les manifestants et les rapports entre fonctionnaires et politiques. Autre élément important ici, c'est la continuité du savoir-faire administratif depuis les années 30 et 40, notamment au niveau du transfert des compétences sur le fichage de certains groupes, donc arabo-berbères d'une part, juifs d'autre part. Pour résumer, le système répressif en métropole est lui-même hybride. L'historien se doit d'isoler ces différentes racines et ensuite montrer leur convergence. Le système répressif déploie un dispositif d'occultation, notamment en matière des responsabilités policières, administratives et politiques. Ayant étudié pour notre ouvrage plusieurs cas de figure, Place de la Nation, juillet 1953, le 17 octobre, Charonne, et lecture faite de l'ouvrage d'Alain de Werp, on peut formuler l'hypothèse selon laquelle il existait un ensemble de pratiques administratives d'occultation qui forment un répertoire dans lequel puise la préfecture de police et le gouvernement après chaque tuerie à partir du début des années 50. Dans ce répertoire, on trouve l'ouverture d'une information judiciaire pour créer une diversion et empêcher la divulgation d'informations détaillées,
Notons aussi, par exemple, que Papon, après le 17 octobre, porte plainte non pas contre le document de la CFTC face à la répression, qui est trop précis et trop bien argumenté, mais sur le texte, un groupe de policiers républicains déclare qu'il contient des inexactitudes. Signalant aussi le prolongement des enquêtes judiciaires, tactiques qui anticipent sur des amnisties, et enfin la destruction de documents compromettants. L'on voit également la diffusion de versions mensongères à tous les échelons de la police et du gouvernement pour manipuler l'opinion publique. La censure des publications de gauche et la criminalisation de la protestation, ce qui incite à l'autocensure. Et on voit aussi une stratégie de communication, comme on dirait aujourd'hui, extrêmement réussie, comme lors des manifestations de femmes algériennes du 20 octobre ou de l'expulsion d'Orly d'Algériens après le 17 octobre. Ces différentes stratégies de déni d'informations partielles et partiales cherchent à limiter et influencer ce qui se sait, faciliter l'oubli et imposer le silence. Bref, elles ont joué à la fois à l'époque et depuis un rôle important dans la marginalisation d'octobre 61 et dans la canalisation du regard militant et ou historien porté sur les événements. Il faudrait peut-être donc changer un peu d'approche dans la manière dont l'historien aborde de telles archives officielles, policières et ou judiciaires. Les interroger non pas tant pour se demander ce qui s'est réellement passé, mais pour se demander comment s'est construit et ensuite propagé un discours d'autorité relayé par le gouvernement, les parlementaires de droite et une bonne partie de la presse. Cette approche ouvrirait un champ d'études capable d'inclure Sharon et le 17 octobre comme journée d'une crise de fin de guerre et d'étudier l'occultation des responsabilités dans les deux cas. Plus généralement, un chantier comparatiste sur les massacres pourrait s'atteler à bien d'autres cas de violence de l'État colonial. Toutefois, avec le 17 octobre, l'État français est loin d'être le seul acteur. On a affaire à un massacre dans un contexte de crise de fin de guerre à dimensions multiples. À travers le croisement des sources, l'important ici pour nous était de passer à l'intérieur de la Fédération de France du FLN, de la gauche politique et syndicale en métropole et de la gauche anticoloniale radicale, afin de mieux voir à quel point cette fin de guerre a cristallisé et ou recomposé des dynamiques et tensions qui souvent existaient déjà de longue date. En même temps, on est parti du principe que les tensions en place à l'époque en disaient long sur l'impact politique et social d'octobre 61 et plus en aval sur les aspects mémoriels. On savait déjà que l'organisation des manifestations du 17 octobre devait se comprendre dans la dialectique entre Cologne et Tunis et entre Cologne et Paris. Dans un article de la revue 20e siècle, on a essayé d'aller plus loin pour examiner la dynamique au sein des responsables du FLN en métropole dans une période de flottement organisationnel en raison du redécoupage des wilayas métropolitaines. La politique d'assassinat de policiers devrait peut-être se comprendre dans le contexte d'une plus grande autonomie opérationnelle des groupes armés du FLN. Des travaux comme ceux de Linda Amiré sont désormais en voie qui devront répondre aux lacunes existantes dans la connaissance du fonctionnement de la Fédération de France. En aval du 17 octobre, il faudrait pourtant des études plus fouillées sur la position du GPRA après la répression et sur les circonstances dans lesquelles au moins 2 publications sur le 17 octobre ont été supprimées ou soumises à une diffusion extrêmement restreinte. Il faudrait également interroger davantage la marginalisation politique de la Fédération de France en 62, la mise en place et le fonctionnement de l'amicale dans les années 60 et 70, et enfin l'occultation et ensuite l'instrumentalisation du 17 octobre par l'État algérien. Comme pour le système répressif français, les modalités d'organisation, de reproduction d'une position hégémonique du FLN dans et sur l'immigration algérienne ne sont pas identiques à celles en Algérie. En plus, la dialectique qui existe entre formes de contrôle nationaliste et formes de répression et contrôle étatique française reste à développer. On a besoin d'une étude plus poussée sur les formes de contrôle du nationalisme algérien sur sa propre population et sur la manière dont ce contrôle était vécu par les Algériens de la base, entre guillemets.
Plus généralement, il reste à explorer l'identification nationaliste des émigrés. Se sentir algérien en France, militer en tant qu'Algérien nationaliste en France, était-ce la même chose qu'en Algérie? Quelle différence? Quelle similitude? Comment se sont jouées les micro-résistances dans les quartiers et les bidonvilles? Comment cette résistance s'est-elle construite à travers le genre sexué? Un projet d'histoire orale qui partirait des idées d'Abdelmalek Sayed, selon lesquelles il faudrait reconstituer les trajectoires migratoires, ce qui rendrait ainsi compte des raisons d'émigration, pourrait montrer la vision comparatiste développée par les Algériens eux-mêmes sur la vie en France par rapport à celle en Algérie. Autre dimension essentielle en amont et en aval de l'événement, le paysage politique et syndical à gauche en métropole. Pour expliquer la nature des réactions de cette gauche après le 17 octobre, question sensible s'il en est, il a fallu étudier, toujours dans la longue durée, l'histoire parfois conflictuelle, certes tendue, entre le ou les nationalismes algériens et la gauche communiste et non communiste, et les rapports entre la gauche respectueuse et irrespectueuse, pour reprendre la terminologie de Marcel Péju. Ces différents rapports de force aident aussi à expliquer la faiblesse relative de cette gauche irrespectueuse, la banalisation de la violence anti-algérienne en région parisienne au cours des années de guerre et la marginalisation politique des Algériens dans la soirée du 17 octobre. Notre étude a voulu faire dégager, ici grâce aux archives syndicales, les tensions entre communistes et non communistes, mais aussi pour la CFTC, notamment entre la région parisienne et sa confédération. Le cas de figure à la CFTC est, comme on le sait, celui d'une confédération en retrait par rapport aux positions de l'Union régionale parisienne CFTC. Et à travers les archives, on voit à quel point ce rapport de force finit par compromettre les tentatives de réponse d'envergure après le 17 octobre chez un Robert Duvivier, par exemple. En effet, on constate combien les tensions nées de la guerre froide entre blocs communistes et non communistes de gauche ont joué sur les possibilités d'une mobilisation unitaire contre la répression, et cela à la fois avant et après le 17 octobre, ayant encouragé l'aspect concurrentiel des réactions très éclatées et étalées sur le temps qui ont eu lieu après le 17 octobre. Le registre défensif largement antifasciste. Ce discours antifasciste bien enraciné présente pourtant les Algériens manifestants du 17 octobre plus comme des victimes que comme des acteurs politiques. Tout en analysant l'impact de l'événement 17 octobre sur le court terme, les semaines qui suivent le massacre, on a voulu aller plus loin en aval pour examiner les recompositions politiques à gauche dans les mois qui séparent octobre de Charonne. Ici, il a fallu étudier les continuités, violences policières et OAS, et le front antifasciste que de telles violences favorisent. Sur ce plan, la disparition du 17 octobre dans le discours de la gauche communiste, s'il n'est pas total, est largement accompli dès la mi-novembre 61. Dans cet ensemble de facteurs ayant contribué à la marginalisation politique et sociale d'octobre 61, il y a également l'opinion publique. Pour nous, il s'agissait d'étudier les processus de déshumanisation engendrés et portés par la colonisation que la guerre a exacerbés. Cette longue et moyenne durée s'articule avec d'autres facteurs plus conjoncturels pour en faire une opinion publique métropolitaine polarisée entre minorité solitaire et majorité silencieuse, voire ouvertement hostile aux Algériens et favorable à la répression. On est parti d'une interrogation sur ce qui rendait l'opinion publique peu susceptible de réagir après le 17 octobre et de considérer l'événement, et donc les Algériens tués, comme peu dignes de mémoire. Comme on le sait, le contraste avec Charonne est saisissant. Après Charonne, comme le montre Desvapes, les Français peuvent s'identifier avec des victimes sur les plans politiques et sociaux, voire ethniques. Passons donc maintenant à l'histoire de la mémoire du 17 octobre dans la dernière partie de cette intervention. On peut identifier, bien sûr, différents porteurs de la mémoire du 17 octobre. Les anciens manifestants et plus généralement les Algériens en région parisienne en 61. À partir de 68, l'État algérien, les soutiens français au FLN et la gauche anticoloniale radicale,
les descendants d'immigrés algériens à partir des années 80 en particulier. Pour chaque groupe, l'événement revêt une signification différente, tout comme à l'intérieur de chaque groupe, le souvenir dépend de son parcours personnel. Comme pour l'étude sur l'événement lui-même, il s'agissait de montrer la multiplicité des logiques des acteurs, ici dans un contexte de mémoire de guerre, mémoire militante et mémoire migrante. Le tout en fonction de l'évolution de la situation politique et sociale en France et en Algérie. De nombreuses études ont retracé les transformations du paysage mémoriel d'octobre 61, mais parfois selon un récit qui ne commençait l'étude détaillée que pour les années 80, voire 90. Et c'était là imposer une lecture qui risquait de perdre de vue la dynamique propre de l'immigration algérienne sur la longue durée depuis 61. En même temps que le paysage mémoriel récent, on a donc voulu enquêter sur une période moins connue, celle qui va jusqu'au début des années 80. Ce silence, entre guillemets, des années 60 et 70 est plus complexe qu'il n'y paraît de premier abord. Silence qui est brisé dans certains contextes associatifs et militants dans l'après-mai 68, comme par exemple chez le mouvement des travailleurs arabes, et plus tard Sans frontières. Mais il faut dire que de tels exemples sont peu audibles pour la société française dominante. Autre phénomène à signaler, que ce soit pour les années 60 ou de nos jours, c'est que les demandes de reconnaissance symbolique que peuvent exprimer les Algériens acteurs d'octobre 61 s'adressent autant à l'État algérien qu'à l'État français. Anciens responsables de la Fédération de France du FLN, ou ceux n'ayant pas exercé de grandes responsabilités militantes, ceux qui font le lien entre la répression d'octobre 88 en Algérie et celle d'octobre 61, le militantisme berbère et ou d'extrême gauche dans l'espace transpolitique, comme l'appelle Paul Silverstein, de la diaspora algérienne, enfin le rapport ambigu qu'ont entretenu beaucoup d'Algériens avec leur amicale. Pour faire cette étude sur les années 60 et 70, on est parti de l'idée que, comme la mémoire, le silence social ou individuel était aussi objet d'histoire, tout comme les liens entre silence individuel et social. On a interviewé des Algériens qui ont longtemps gardé le silence sur ce qu'ils avaient vécu en octobre 61 pour mieux comprendre ce silence, notamment dans un contexte familial qui, pour certains, a duré jusqu'il y a quelques années, même si ces individus avaient déjà parlé d'octobre 61 dans un contexte associatif, voire aux médias. De cet échantillon, certes limité mais passionnant, s'est dégagée une dialectique complexe entre choix et imposition sociale et politique du silence, dans un contexte guère propice au témoignage. Que disent ces Algériens sur la mémoire du 17 octobre pendant les années 60 et 70 ? Je résume, qu'ils n'auraient pas été écoutés, même s'ils avaient voulu en parler, qu'il n'y avait presque aucune prise en charge mémorielle en dehors de l'amicale, qu'ils avaient peur d'en parler, qu'ils ont voulu se consacrer à l'amélioration de leurs conditions socio-économiques, qu'ils ne voulaient pas compromettre l'avenir de leurs enfants en France en leur racontant ce qu'ils avaient vécu. On voit bien ici qu'on a affaire à des mémoires de guerre, mais dans un contexte d'émigration-immigration. Certains de ces facteurs restent très probablement en place, vu le nombre très limité d'Algériens qui ont témoigné publiquement de ce qu'ils ont vécu à Paris en octobre 61. Ici, des études comparatives s'imposeraient sur d'autres porteurs de mémoire de la guerre d'Algérie. Les différents travaux sur le témoignage d'Annette Fievioka ou de Michel Pollack devraient nous renseigner davantage sur les conditions de possibilité de la communication individuelle ou collective d'une souffrance en fonction du contexte politique et social. En effet, on a besoin d'un recours plus systématique à l'histoire orale. Une telle démarche est d'autant plus nécessaire que jusqu'à la fin des années 90, les témoignages oraux d'Algériens étaient souvent sollicités dans un souci militant pour fournir des preuves, pour aider la contre-expertise face au récit officiel français de déni. Maintenant que la répression d'octobre 61 est plus difficile à nier, le rôle des témoignages peut s'élargir et d'une certaine manière changer de statut. De tels témoignages aident à mieux comprendre l'expérience vécue des Algériens à Paris en 61,
Cette tendance participe à un processus de complexification des représentations de l'événement auquel on assiste depuis la fin des années 90. Il y a eu, depuis 1998 notamment, une démultiplication des projets mémoriels, individuels et collectifs, associatifs et parfois scolaires, dans le contexte d'une médiatisation et d'une socialisation importante d'octobre 61 dans l'espace public français. On peut parler d'une transformation quantitative et qualitative du travail de mémoire depuis 8 ans. L'impact de ces processus se reflète dans une demande de mémoire chez les enfants et petits-enfants de ceux et celles ayant vécu l'événement. Il se voit également dans la création d'associations et de demandes de reconnaissance symbolique au niveau municipal. Signalons l'importance ici de l'aspect générationnel de telles tendances. Du côté algérien, on a affaire à plusieurs générations et micro-générations. Ceux qui ont vécu octobre 61 comme adultes, ceux qui l'ont vécu comme adolescents ou enfants, ensuite ceux qui ont une mémoire empruntée de l'événement, comme disait Maurice Abvax, une mémoire apprise ou transmise à travers différents vecteurs. Parmi les descendants d'Algériens qui sont des militants de la mémoire, il y a désormais plusieurs micro-générations. Il y a aussi, comme le dit Anne Donadé, une sorte d'interdépendance entre les générations autour de la mémoire d'octobre 61. Les descendants ont impulsé la mémoire publique de cette violence, mais ont besoin... Pardon, excusez-moi. Les descendants ont impulsé la mémoire publique de cette violence, mais ont besoin de la participation de ceux et celles qui l'ont vécu. Le travail de mémoire ne se fait donc pas à sens unique sur ce plan. La complexité et la richesse intergénérationnelle de cette mémoire ne cessent d'augmenter. Le militantisme mémoriel autour du 17 octobre s'est construit en partie pour s'opposer au silence relatif sur le 17 octobre dans la société française en général, mais aussi en raison des problèmes de transmission de la mémoire au sein des Algériens de France et de leurs descendants, les deux phénomènes étant liés. Cette mémoire largement non expérientielle d'octobre 61 chez les descendants d'immigrés algériens, parce qu'elle intervient et qu'on la mobilise dans un autre contexte politique et social, celui d'aujourd'hui, poserait problème. Pour certains, la mobilisation du 17 octobre dans des campagnes contre le racisme postcolonial pourrait mener à une lecture décontextualisée du passé et à des phénomènes de victimisation, voire d'ethnisation, et ferait partie ainsi d'une mémoire manipulée, comme l'appelle Paul Ricoeur. Quelle est la place de l'historien ici ? Tout d'abord, son rôle est de dénoncer des manipulations là où elles existent et de quelque côté politique qu'elles viennent. Par exemple, toute démarche politique qui ne représenterait les Algériens d'octobre 61 que comme victimes reviendrait à sous-traduire ce passé en perdant de vue le rôle d'acteur politique en octobre 61. Mais la démarche de l'historien, à l'appui des recherches en sociologie et en sciences politiques, serait aussi d'examiner les raisons pour lesquelles de tels réinvestissements symboliques sont possibles et comment et en quoi ils sont capables de parler à d'autres générations. Sur ce plan, il n'est peut-être pas étonnant que le 17 octobre soit devenu une porte parmi d'autres à travers laquelle on accède à des interrogations capitales sur l'héritage colonial en France. Pour résumer, et pour conclure, en France, le 17 octobre fait désormais partie du paysage historien et mémoriel de la guerre d'Algérie en métropole. L'événement s'enracine progressivement dans la conscience historique des Français. Il n'y a pas eu de passage direct de la mémoire à l'histoire, mais une démultiplication et une complexification du travail de mémoire, en même temps que le champ historiographique s'est élargi et approfondi pour analyser la longue durée des pratiques répressives et leurs mémoires multiples et douloureuses. Merci de votre patience.